Bonjour à tous, vous m'entendez bien au fond, c'est bon? Vous voyez bien, vous entendez bien, c'est bon? Impeccable. Bon, alors donc je ferai me présenter, je suis François Lallier, je suis médecin généraliste depuis peu, depuis novembre j'ai terminé la formation et j'ai fait une thèse sur les expériences de mort imminente. Alors pourquoi ce sujet? En fait en médecine générale, comme je disais tout à l'heure, on est très libre sur le sujet, donc on peut faire ce qu'on veut, on demande juste de faire une étude de toute façon scientifique. Et puis, en début d'internat, donc il y a 3 ans et demi, j'ai vu un reportage c'était sur la chaîne Direct 8, sur les expériences de mort imminente, et je me suis dit, waouh, c'est quand même assez impressionnant comme phénomène. Donc voilà, j'ai eu l'envie de me lancer là-dessus et faire ma propre étude, essayer de faire avancer un petit peu la connaissance sur ces expériences. Voilà. Donc la présentation va s'articuler de plusieurs manières. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu ce que sont les expériences de mort imminente. Alors je pense qu'il y en a peut-être la plupart d'entre vous qui savent ce que c'est déjà. Si vous êtes là, à mon avis, c'est que vous avez une petite idée de ce que sont les phénomènes. Combien connaissent bien les expériences de mort imminente? Est-ce qu'on a... Bien. Combien en ont vécu? Vous avez le droit de ne pas lever la main, je comprends aussi. Je comprends. En tout cas, bon, quelles que soient vos motivations pour être là, je vous demande aujourd'hui en fait de mettre un peu vos a priori de côté et qu'on réfléchisse en fait ensemble à ce que sont ces phénomènes. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les expériences de mort imminente. Ensuite, on va voir un petit peu ce qu'ont fait les études scientifiques jusqu'à maintenant, quelles sont les explications sur ce phénomène. J'ai volontairement un peu développer cette partie pour vraiment bien expliquer, en tout cas les hypothèses des scientifiques à l'heure actuelle pour expliquer ça. Tout simplement pour pas que vous soyez un petit peu influencé à droite à gauche par diverses sources grand public qui disent des fois un peu n'importe quoi dessus. Et aussi tout simplement certains de mes confrères qui ne connaissent pas forcément le phénomène et qui ont tendance à rabaisser un petit peu ces phénomènes et puis qui ont tendance à expliquer très rapidement ce que c'est en disant que c'est facilement explicable, mais en fait non, vous allez voir pas du tout. Voilà. Et puis ensuite je vous présenterai bien sûr mon étude. Donc pour commencer, on va faire une petite définition en vidéo de ce que sont les expériences de mort imminente à travers divers témoignages. La vidéo dure environ 5 minutes. C'est un extrait du reportage de Sonia Barkala qui s'appelle Faux départ. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc en tout cas c'est un DVD qui est disponible sur internet, vous pouvez l'acheter très très bien. Et donc on va regarder quelques petits témoignages pour voir un peu ce que ça représente. J'étais à l'armée, j'avais 20 ans, j'ai pris une balle dans la poitrine lors d'un exercice. J'ai commencé à avoir des douleurs partout dans le corps et petit à petit la paralysie m'a commencé à me gagner de tous les membres. Je suis passée par le pare-brise, j'ai fait 31 mètres et je suis tombée dans un coma profond. J'ai été fauché par une voiture, un gars qui était dans l'excès de vitesse. Nous revenions de Paris et nous avons eu un très très grave accident, mes amis et moi. Je suis tombé dans un trou noir et brusquement je me suis réveillé en haut de la salle d'opération où on opérait une personne sous un drap que je ne voyais pas. Et je n'ai jamais pensé que cette personne qui était sous le drap, c'était moi. Je me suis retrouvé flottant au-dessus du lit. Et je regardais le cadavre, avec des draps tirés et tout, mais ça m'était complètement indifférent, aucune souffrance, l'indifférence totale. Je me suis vue partir de mon corps, me détacher, et je voyais ma mère en train de pleurer, mais ça m'était à la limite égal, parce que je n'avais plus mal. Je peux pas raconter, je peux pas donner de détails au niveau de la couleur ou quoi, mais à un moment j'ai vu une lumière merveilleuse et une clarté qui n'éblouissait pas, mais où on ressentait le bonheur. C'était très très intense, très blanc et à la fois très doux et j'avais vraiment pas mal aux yeux. Il n'y a plus de haut, de bas, de hauteur, de largeur, il n'y a plus d'espace. Il n'y a que l'infini de la lumière. Une lumière dorée et argentée en même temps. Mais c'était fabuleux, c'était merveilleux, mais c'est au-delà de ce que les mots peuvent dire. J'étais dans un bonheur ineffable, un bonheur inouï. Et à ce moment-là aussi,
j'ai eu la sensation de tout savoir, de tout connaître. C'est l'amour, l'amour au-delà des mots, au-delà de tout. Tout ce qui m'entoure, je fusionne dans ce tout et je suis dans l'amour, hein, intégralement dans l'amour. Et j'ai vu arriver un groupe pas très distinct. Et au milieu, j'ai reconnu mon beau-frère qui était décédé 4 ans auparavant. Il paraissait rayonnant, heureux d'être là, bien à sa place. Et il m'a salué gentiment et il m'a dit « c'est pas le moment, il faut que tu repartes ». Soudain, à côté de moi, alors donc là, je perçois comme une petite distance un être de lumière. C'est-à-dire un être de lumière plus lumineux que la lumière. J'ai vu un être lumineux, blanc, qui m'a dit non, non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas venir, il faut retourner. J'ai aperçu un être, une personne qui s'approchait de moi. Elle m'a interdit d'aller plus loin. Je me rappelle très bien qu'elle m'a dit, faut pas que tu ailles plus loin. Je te laisse regarder autour de toi, mais il faut que tu fasses demi-tour, Sandrine t'attend. Et cette lumière, aussi bizarre que ça va vous paraître, elle est entrée en communication avec moi. Elle m'a parlé. Et il y a eu une communion, il y a eu une osmose entre elle et moi. Ce que j'ai vécu me fait voir les choses différemment. J'ai plus peur de la mort, pas du tout, parce que la mort, elle est triste pour ceux qui restent. Et j'en arrive même à me dire que c'est la vie qui est une épreuve dont la mort nous délivre. J'ai pas envie de mourir. Au contraire, j'ai appris. Au contraire, j'ai appris ce que c'est à vivre, à regarder, à vivre, à avoir la transcendance dans la moindre chose, dans la moindre plante, dans la moindre herbe. J'ai conscience de l'instant. Je profite de ma vie. Je profite de chaque minute. Tout ce qui est matériel, ça me passe au-dessus. Maintenant, tout ce qui m'importe, c'est de faire du bien autour de moi, c'est d'apporter du bien. Ça a été une chance, c'est une deuxième vie. Et ça me conforte dans ce que je fais, dans ma vie habituelle. Et je suis très heureux de tout ce que j'ai vécu. Et c'est ce bonheur que j'essaye de faire partager, car la mort n'est pas une fin, c'est le début d'autre chose, d'autre chose qui est merveilleux, qui est fabuleux. C'est un message d'espoir, c'est beau après. C'est indescriptible, mais c'est beau après. J'ai besoin de témoigner pour apporter quelque chose aux gens qui ont le besoin. Je suis persuadé que c'est pour ça qu'on m'a permis de revenir. Et ce qui m'importe maintenant, c'est de vivre. C'est de vivre tranquillement, de profiter de la vie tous les jours. Je me réveille tous les matins en me disant c'est génial, encore une nuit, encore une journée, c'est top. J'ai vraiment pas besoin de plus, ouais. Seulement une journée de soleil, de pluie, je m'en fiche, c'est pareil. J'ai juste besoin de vivre. Donc voilà pour la petite présentation de ces phénomènes. Donc, bon, on l'a vu, hein, c'est des phénomènes qu'on dit bien souvent subjectifs, sauf quand les personnes arrivent à voir leur réanimation et à rapporter ce qui s'est passé dans leur réanimation. Tout le reste du phénomène est quand même subjectif, on ne peut pas le vérifier. Et puis, donc bien souvent, ils peuvent voir ce tunnel, un endroit sombre, après ils peuvent voir une lumière, ils peuvent revoir leur vie, ils peuvent revoir les proches décédés, etc. Tout ça dans un ordre qui n'est pas défini du tout, hein. C'est pas vraiment étape par étape, hein. Ça peut être l'un, puis l'autre, et puis après l'autre, hein. Ça peut s'alterner, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Il y a des personnes qui préfèrent parler d'expérience de mort provisoire. Alors c'est vrai que l'expérience de mort imminente, c'est peut-être un terme qui est mal choisi, ça parle pas trop, et puis on va le voir, on peut très bien vivre cette expérience alors qu'on n'est pas du tout en danger de mort et qu'on n'a rien du tout. Alors le premier à avoir décrit les expériences de mort imminente, enfin de manière très systématisée, c'est le docteur Moody dans son livre La vie après la vie, et donc c'est la définition qu'il a donnée en 1975 de ces phénomènes. C'est vraiment à partir de là que le monde a commencé à vraiment mettre un nom sur ces phénomènes et à classer un peu ces expériences.
Mais en fait, c'est très très ancien. Hein. Le premier écrit qu'on retrouve dans la littérature, c'est Platon. Platon dans La République, livre 10, le mythe d'Air. Alors je vous ai mis un petit extrait. Alors évidemment, c'est très romancé, hein, mais on considère que c'est le premier récit d'expérience de mort imminente où on rapporte en fait le récit d'une personne qui était censée être morte sur le champ de bataille et qui, au bout de 12 jours, alors c'est marqué dans le mythe d'Air, au bout de 12 jours, son corps n'était toujours pas putréfié, il était normal, et puis au moment de le mettre sur le bûcher, en fait, il s'est réveillé, et il a raconté, donc il a raconté avoir vécu des choses particulières. Alors, je vous lis rapidement, on le porta chez lui pour l'ensevelir, mais le 12e jour, alors qu'il était étendu sur le bûcher, il revint à la vie. Quand il eut repris ses sens, il raconta ce qu'il avait vu là-bas. Aussitôt, dit-il, que son âme était sortie de son corps, elle avait cheminé avec beaucoup d'autres, et elles étaient arrivées en un lieu divin. Voilà, bon, le récit est beaucoup plus développé, d'ailleurs il raconte un petit peu le tri des personnes, le tri des âmes, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. On trouve aussi des tableaux, hein, vers 1500 à peu près. Il y a Jérôme Bosch qui a peint ce tableau, qui décrit très clairement l'expérience de mort imminente. Donc là, on reconnaît bien le tunnel, la lumière au bout du tunnel, on reconnaît des anges, on reconnaît cet environnement sombre. Voilà, donc après, quelle est exactement l'histoire de ce tableau, on ne sait pas. Est-ce que lui-même a vécu ça? Est-ce qu'il en a entendu parler? Voilà, on ne sait pas. Alors maintenant, on va voir quelques petits cas particuliers qui ne sont pas dans le reportage vidéo. Je vous ai mis cette image-là parce qu'en fait, les aveugles de naissance peuvent vivre une expérience de mort imminente. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, pour la première fois, ils arrivent à voir. Pas tous, mais certains arrivent à voir pour la première fois. C'est-à-dire qu'il faut savoir, un aveugle de naissance, il n'a jamais vu quelque chose de sa vie. Donc quand il rêve, quand il fait des cauchemars ou quoi que ce soit, quand il dort, il ne rêve pas d'images, il n'a jamais vu. Donc il rêve de sensations, de toucher, d'odeurs, de tout ce qu'il connaît. Mais dans une expérience de mort imminente, il arrive que lui aussi vive cette décorporation et puisse voir sa réanimation. Et ça arrive qu'on ait des récits d'aveugles de naissance qui racontent leur réanimation, qui se racontent s'être vus pour la première fois, qui se sont reconnus par la forme de leurs cheveux, la longueur de leurs cheveux, la forme de leurs bagues, etc. Et qui ont vu les équipes les réanimer. Donc c'est la première fois qu'ils le voient. Ils sont capables après, il y a un récit d'une aveugle d'ailleurs qui est connu, où elle voit sa réanimation, ensuite elle passe à travers le plafond, elle monte au-dessus de l'hôpital, elle voit pour la première fois de sa vie des arbres, en tout cas d'après les descriptions qu'on lui en avait fait, elle suppose que c'est des arbres, elle voit des étendues d'herbe, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un cas particulier. Deuxième cas particulier, les enfants. Les enfants qui ne peuvent pas forcément s'exprimer avec des mots, qui s'expriment en dessin. Voici un dessin d'une enfant, alors c'est pas moi qui l'ai recueilli ce dessin, hein, mais voilà, les enfants sont capables quand même de faire un petit dessin de ce qu'ils ont vécu, et on voit là très clairement sur ce dessin qu'il y a visiblement l'enfant qui est allongé sur une table, a priori en train de se faire réanimer ou opérer, on ne sait pas, et on voit un deuxième bonhomme qui est à la verticale au-dessus, qui flotte un petit peu dans les nuages avec ce qu'on pensait être des anges. Voilà, donc il y a aussi d'autres enfants qui vont faire par exemple dans un coin de la feuille un gros soleil, une grosse lumière qui arrive, ou tout simplement un bonhomme en bâton qui est perpendiculaire, enfin qui est vraiment le reflet de l'enfant allongé au plafond. Voilà, donc là les enfants, eux, c'est difficile de dire que c'est par rapport à leur vécu, qu'ils ont déjà vécu ces phénomènes, ou alors que c'est par rapport à leur religion, etc. Généralement ils n'ont pas beaucoup d'a priori les enfants. Et en plus, il y a une particularité chez les enfants, c'est que généralement, autant les adultes vont voir des proches décédés, peuvent revoir des proches décédés quand ils vivent une expérience de mort imminente. Les enfants, on pourrait se dire que quand ils ont peur, ils voient leurs parents, sauf que si leurs parents sont encore en vie, ils ne voient pas leurs parents lors d'une expérience de mort imminente, ils voient par exemple leurs grands-parents qui sont décédés, ils ne voient jamais leurs parents. Donc ça, c'est vraiment une particularité qui est assez intéressante. Et il y a certains enfants qui ont raconté aussi avoir fait la connaissance de leur frère ou de leur sœur qui étaient décédés auparavant eux et qui n'avaient jamais connu. Il y a des parents qui se sont retrouvés à voir le récit donc, de leur enfant qui dit « Ah j'ai vu Maxime, il m'a dit que c'était mon petit frère » et les parents n'en avaient jamais parlé. Donc vous imaginez le choc pour les parents. Là c'est le cas... justement le récit d'un enfant. Alors ça c'est le docteur Melvin Morse aux États-Unis qui a vraiment étudié tout ce qui est expérience de mort imminente chez l'enfant et qui raconte en fait c'est un peu un cas qui l'a subjugué, qui fait qu'il a vraiment ensuite il s'est vraiment penché sur les expériences de mort imminente.
parce qu'il s'est retrouvé à réanimer une petite fille de 9 ans qui s'était noyée. Et donc en fait, lui est arrivé à l'hôpital, la petite fille avait déjà été ramenée par les pompiers, par les paramédicaux là-haut, et puis il est rentré en salle de réanimation pour la réanimer. Donc la petite fille était dans le coma, elle était totalement inconsciente quand il est arrivé. Il y avait déjà un premier médecin, et donc ils ont réussi par chance à la réanimer, et ensuite lui est reparti et a laissé faire les autres médecins. Donc en fait, à aucun moment la petite fille l'a vu. Et il se trouve qu'il a quand même voulu la revoir après en consultation 1 à 2 semaines plus tard, quand vraiment elle allait mieux, quand elle était sortie de l'hôpital. Et c'est ce qu'il rapporte dans son livre. Il dit donc Cathy, alors quand elle est vraiment rentrée en consultation pour le voir, il dit Cathy se souvenait clairement de moi. Après m'être présentée, elle s'est tournée vers sa mère et lui a dit « C'est celui avec la barbe. Il y avait d'abord ce grand médecin qui n'a pas de barbe, puis lui il est venu. » Et il dit sa déclaration était correcte. Le premier dans la salle d'urgence était un grand, proprement rasé, nommé Bill Longhurst. Mais Cathy se souvenait encore plus de choses. Donc après, il raconte tout ce qui s'est passé. Il demande à Cathy ce dont elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue d'une véritable expérience de mort imminente. Voilà. Mais il insiste bien. Il est d'ailleurs subjugué de ça. C'est qu'il l'avait jamais rencontré. Elle l'avait jamais vu. Et elle se souvenait clairement de lui. Dernier cas particulier, les expériences de mort imminente partagées. Je vous ai mis ici la photo d'un livre qui traite essentiellement des expériences de mort imminente partagées. Donc c'est Dr Moody qui a ressorti un livre là-dessus. En fait, il se trouve que les expériences de mort imminente peuvent être vécues par des proches qui sont tout simplement en train d'accompagner un mourant, en train de décéder par exemple. Souvent par exemple sur le lit d'hôpital, dans les derniers instants. En même temps que le proche est en train de décéder, la personne qui est à côté, qui est totalement indemne, peut se retrouver dans le tunnel, peut se retrouver dans la lumière en même temps que la personne qui est en train de décéder. C'est arrivé en France à un médecin anesthésiste, le docteur Jean-Pierre Postel. Il a d'ailleurs écrit un livre. Il y avait lui, qui est anesthésiste, il y avait sa femme, qui est médecin généraliste, il y avait son fils, qui doit être dans les neurosciences, je crois. Et tous les trois, ils étaient au chevet du grand-père qui est en train de décéder. Et en fait, ils ne se sont pas concertés, mais tous les trois, à un moment donné, se sont retrouvés dans un environnement sombre, avec un environnement un peu vaporeux, avec une lumière au bout, et ils ont vu la silhouette d'une personne qu'ils ont reconnue être le grand-père partir dans cette lumière. Et puis, quand tout ça s'est arrêté, effectivement, le grand-père était mort. Et en fait, ils ne se sont rien dit sur le moment, il n'y a que le soir, quand ils se sont parlé, ils se sont dit, il y en a un qui a décidé de prendre le pas, qui dit, il faut que je vous dise quelque chose, voilà ce qui m'est arrivé pendant que le grand-père est en train de décéder, et les autres ont dit, oui, moi aussi, exactement. Donc ils avaient vécu tous les trois la même chose au même moment, sans vraiment se concerter. Donc ça peut arriver. Il y a aussi des personnes qui peuvent voir leurs proches décédés dans leur chambre, leur proche qui est en train de décéder, par exemple à l'hôpital, alors qu'eux sont restés dans leur chambre à la maison, et le voir apparaître au moment, pile à l'heure du décès qui a été prononcé. Voilà. Donc, dans le reportage, on voit essentiellement les expériences de mort imminente qu'on dit positives. On a vu les personnes, généralement, elles ont un ressentiment de bien-être, de paix, de bonheur. Mais en fait, il n'y a pas que ces expériences-là, malheureusement. Ça aurait été trop beau. Il y a des expériences de mort imminente qu'on dit négatives, angoissantes, stressantes. Alors, il y a plusieurs types. Le premier type, ça va être tout simplement les personnes vont vivre la même chose, c'est-à-dire qu'elles vont passer par cet environnement sombre ou le tunnel, mais elles vont avoir un ressenti oppressant, stressant, c'est noir, il n'y a personne, elles se sentent vraiment oppressées, donc elles le vivent mal. Il y a la deuxième type d'expérience de mort imminente négative, c'est les personnes qui vont être uniquement dans un environnement sombre. Et là, il n'y a plus rien, c'est le vide, elles ne savent pas combien de temps, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de lumière, ça ne bouge pas, c'est le vide total. Et le troisième type, qui doit être, je pense, le plus effrayant, c'est les personnes qui vont carrément rentrer dans un environnement un peu diabolique, infernal, où elles vont voir des scènes de torture, où elles vont avoir extrêmement peur, voilà, un ressenti qui est vraiment encore plus stressant. Donc ça, c'est très sous-estimé, puisqu'on imagine que les personnes, déjà en temps normal, les expériences de mort imminente, les personnes n'aiment pas trop en parler, enfin, on en parle vraiment qu'à des personnes particulières, alors on se dit que les négatives, c'est encore moins. Donc on ne sait pas exactement combien il y en a. Alors dans quel cas ça arrive, les expériences de mort imminente? Eh bien, déjà dans les situations où évidemment la vie est en jeu, donc on voit ici l'arrêt cardiaque, on voit un accident de voiture, le coma ou une anesthésie générale, hein, tout simplement pour n'importe quelle opération, ça peut arriver. Mais en fait, ça peut, comme je vous disais, arriver dans des moments où la vie n'est pas du tout en danger. Ça peut arriver pendant un accouchement, beaucoup de femmes vivent une expérience de mort imminente lors
d'un accouchement. Alors c'est pour ça que je vous dis que le terme là n'est plus vraiment adapté, parce que expérience de mort imminente, on imagine que la femme elle n'est pas en train de mourir, non, c'est juste elle vit un événement particulier. Donc il y a des femmes qui vivent ça. Il y a aussi lors d'une grosse frayeur. Donc ça peut être des personnes qui sont en train de conduire, il y a des récits comme ça, une personne qui est en train de conduire qui va croire avoir un accident de voiture, qui va voir par exemple un camion arriver, qui va avoir très peur, et hop, elle va se décorporer, vivre l'expérience de mort imminente, et quand elle va revenir dans son corps, bah, il n'y a pas eu d'accident. Ça arrive. Donc c'est vraiment une grosse frayeur qui va déclencher ça. Il y a aussi des grosses fatigues aussi, des gens qui sont extrêmement fatigués, qui n'en peuvent plus, qui vont se coucher et qui vivent l'expérience de mort imminente. Ça arrive aussi beaucoup dans le yoga, dans la relaxation, dans la méditation. Et aussi, bah, tout simplement, en se baladant dans la nature. Hein, alors j'imagine que c'est aussi des sensations proches du yoga, la relaxation intense. Voilà. Donc, c'est vraiment pas des situations qui sont uniquement lorsque la vie est en danger. Comment on fait le diagnostic à l'heure actuelle? On a 2 scores qui commencent à dater. Hein, un qui est en 1980, qui est le WCEI de Ring, qui en fait est un score qui est plus utilisé pour juger de la profondeur de l'expérience. On parle de profondeur, c'est-à-dire son intensité. Donc plus l'expérience est profonde, c'est-à-dire plus elle est intense, plus elle est développée. Donc ça, c'est un score qui sert plus à repérer ça, à classer un petit peu l'intensité des expériences, alors que le score de Grayson, qui a été en 83, lui, est utile pour juger si oui ou non ça répond bien à la définition d'une expérience de mort imminente. Donc dépister un petit peu dans la population les expériences. C'est un score, le score de Grayson, qui est sur 32 points, et on parle d'expérience de mort imminente à partir de 7 points sur 32. Alors quelles sont les répercussions des expériences de mort imminente? Alors on le voit déjà dans le reportage, il y a la répercussion positive. Bien souvent, les personnes ont moins peur de la mort, tout simplement. Elles ont souvent une augmentation de la spiritualité, elles croient souvent donc, beaucoup plus à quelque chose après la mort. Et pour autant, elles diminuent leur appartenance à une religion. C'est-à-dire que les personnes qui étaient très croyantes ou qui avaient vraiment une religion particulière, elles ont tendance donc à augmenter leur spiritualité, mais s'écarter un petit peu de leur religion qui était la leur au départ, hein, et de revenir vraiment, enfin, pour eux en fait il n'y a plus vraiment de religion. Généralement les personnes sont plus optimistes, sont plus compréhensifs, moins matérialistes, donc on le voit hein, dans le reportage aussi, la personne qui dit je fais attention à chaque brin d'air, chaque instant de ma vie est important, j'apprécie beaucoup plus. Alors tout ça, j'insiste aussi sur le fait, on peut se dire, bah oui, mais toute personne qui a échappé à la mort, toute personne qui a été réanimée d'un arrêt cardiaque peut avoir ce genre de répercussions. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que les études qui ont été faites montrent que celles qui ont vécu une expérience de mort imminente, elles ont bien plus que les autres ce type de répercussions comportementales. Et il y a aussi des guérisons un petit peu miraculeuses, en tout cas qu'on n'arrive pas à expliquer, des gens qui étaient condamnés, qui étaient au stade terminal d'une maladie, et qui, en se réveillant de leur expérience de mort imminente, vont se mettre à guérir tout seuls. Il y a le cas, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube d'Anita Moriani. C'est une femme qui avait un lymphome, donc un cancer des ganglions, stade 4, c'est-à-dire le stade le plus développé, avec des métastases cérébrales, etc. Elle était condamnée. Elle a sombré dans le coma, parce que de toute façon, ça commençait à envahir vraiment toute sa conscience. Et puis, quand elle est arrivée à l'hôpital, en fait, il se trouve que elle était inconsciente, mais en fait, elle voyait tout. Elle a suivi son corps, elle a suivi son mari, ses enfants, l'accompagner à l'hôpital. Elle a assisté à la consultation d'annonce des médecins qui ont annoncé donc, au mari en disant écoutez, elle, on ne peut plus rien faire, elle va mourir dans les prochains jours. Elle était là, à ce moment-là, elle a tout vu. Et donc elle a vécu l'expérience de mort imminente après avoir vu ça, et on lui a dit, comme beaucoup, c'est pas ton heure, il faut que tu reviennes. Et quand elle est revenue, et bien en fait, elle était certaine qu'elle allait guérir. Déjà, ils ont été très surpris de la voir se réveiller de son coma. Elle était certaine qu'elle allait guérir, et en fait, il se trouve qu'en une semaine, 2 semaines, je ne sais plus exactement le temps, elle a réussi à sortir de l'hôpital, et ses lésions ont vraiment régressé, et c'est encore un cas mystérieux. Alors moi, je vous parle de ça, j'ai pas consulté son dossier, hein, je ne sais pas exactement sur le versant scientifique ce qui s'est passé, en tout cas, c'est ce qu'elle raconte sur YouTube. Elle dit aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont penchés sur le dossier, c'est probable que oui. En tout cas, à ma connaissance, il n'a pas été publié dans la littérature scientifique. Alors pourquoi? Après, il y a aussi de l'obscurantisme de la part des médecins aussi. Et enfin, les répercussions négatives. Alors ça, c'est le plus embêtant. Peu importe le type d'expérience de mort imminente, c'est-à-dire que la personne ait vécu une expérience de mort imminente positive ou une expérience de mort imminente négative, elle peut avoir ce type de répercussions qui sont un syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire quand la personne a eu
Par exemple, je ne sais pas, vous vous trouvez dans une banque au moment où il y a un braquage, vous allez être quand même très stressé, puis c'est pas impossible que vous fassiez pas mal de cauchemars après. Et bien c'est exactement ce type de répercussions qu'on peut avoir après une expérience de mort imminente, même si elle était positive, même si le vécu a été vraiment sympathique. Il y a des syndromes dépressifs après, parce qu'en fait, les gens se sentent quand même généralement en marge un petit peu de la société, n'arrivent pas à comprendre déjà ce qui s'est passé, il leur faut beaucoup de temps pour intégrer ce qui s'est passé, et puis ils ne trouvent pas forcément de gens à qui parler aussi, et ils se sentent un petit peu en marge, voilà. Et comme ils sentent aussi qu'ils sont moins matérialistes, qu'ils sont moins attachés à l'argent, au travail, etc., ils changent un petit peu de directive sur leur vie. Et ce qui peut occasionner des divorces. Hein. Alors, il y a des études qui ont montré qu'il y avait à peu près 40% de divorces après une expérience de mort imminente. Hein. C'est vraiment pas négligeable du tout. On imagine de toute façon que du jour au lendemain, admettons la personne qui poussait à l'extrême dans son manque de matérialisme après l'expérience de mort imminente, elle quitte son boulot parce qu'elle se dit j'en ai ras-le-bol de mon boulot, en fait c'est pas ça qui est intéressant, ce qu'elle veut c'est profiter de sa vie. On imagine que dans le couple ça peut quand même créer un petit peu de discorde. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi autant de divorces après une expérience de mort imminente. Et c'est pour ça aussi que ces phénomènes doivent à mon sens être étudiés par les médecins, parce qu'il y a quand même des répercussions, donc il faut quand même accompagner les gens. Peu importe si on comprend ou pas le phénomène, il faut accompagner les gens qui vivent ça. La prévalence. Alors la prévalence en fait c'est le pourcentage de personnes dans une population à un instant donné, donc admettons en 2015, qui a vécu une expérience de mort imminente. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. En 1975, un sondage aux États-Unis a établi qu'il y avait à peu près 5% de la population américaine qui avait déjà vécu une expérience de mort imminente. En Allemagne, en 2001, un autre sondage a établi qu'il y avait à peu près 4%. Alors ces deux sondages n'ont pas utilisé les tests que je vous ai présentés juste avant, c'est-à-dire que c'était pas, il n'y en a aucun qui a utilisé les tests pour vraiment être très précis. Donc c'était à peu près, enfin c'était vraiment de l'à peu près. Moi j'ai décidé de profiter de mon mémoire de médecine générale, donc juste avant ma thèse, pour poser un petit peu les questions aux personnes qui venaient au cabinet de médecine générale, interroger tout le monde, alors, tous les majeurs en tout cas, hein, pour des raisons évidentes, et puis leur demander si elles avaient déjà vécu ce genre de phénomène tout simplement. J'ai réussi à interroger 224 personnes hein, sur 3 à 4 mois. Et puis, j'ai trouvé, sur ces 224 personnes, 9% d'expériences de mort imminente. 9%, ça fait à peu près... Enfin, 9 expériences de mort imminente, ça fait 4%. Donc je tombe exactement sur les chiffres qui étaient en Allemagne, sur 2000 personnes interrogées, où il y avait 4% de la population. Donc là, c'est pareil, sur une étude avec une population française, en médecine générale, donc toutes causes confondues, à peu près 4% des personnes qui viennent au cabinet ont déjà vécu une expérience de mort imminente. C'est pas anodin, hein, parce qu'en fait, un médecin généraliste, en France, généralement, il a à peu près 1000 patients. Ça veut dire qu'il y a quand même 40, il soigne à peu près 40 personnes qui ont déjà vécu ce genre de phénomène. Donc c'est quand même assez énorme. Et en France, 4%, c'est la population de Paris intramuros, hein, donc ça représente du monde. J'avais aussi, juste par curiosité, interrogé les personnes sur leurs éventuelles expériences de sortir du corps, c'est-à-dire des personnes qui arrivent à se décorporer, ou en tout cas se voient de haut, sans vivre ensuite le reste de l'expérience de mort imminente. Là, c'était beaucoup plus, hein, il y avait 19 personnes, donc 8,5%. Et donc, pourquoi les médecins sous-estiment un petit peu l'importance de ça? En fait, je leur demandais si elles en avaient déjà parlé à un médecin de ce qu'elles avaient vécu. Et donc on voit clairement que dans le groupe des expériences de mort imminente, sur les 9, il n'y en a aucune qui en a parlé à un médecin. Et sur le groupe des sorties hors du corps, il n'y en avait qu'une seule, donc 5% des personnes. Si on cumule les deux, donc ça fait que 3,7% des personnes qui en ont déjà parlé. Donc voilà pourquoi aussi certains médecins pensent que ça n'existe pas, tout simplement, parce que les patients, évidemment, ils ne leur en parlent pas. Hein. On peut comprendre pourquoi, parce que ouais, j'ai interrogé des personnes dans ma thèse qui m'ont dit « Ah oui, j'en ai parlé quand je me suis réveillé de mon arrêt cardiaque, mais on m'a dit surtout, n'en parlez pas, parce que sinon on va vous mettre chez les fous. » Donc c'est assez embêtant de la part de médecins. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les explications scientifiques à ces phénomènes. Alors c'est une grosse bataille hein, chez les scientifiques pour essayer d'expliquer. Alors déjà, des études qui ont été faites, il n'y a aucune influence, sur toutes les études qui ont été faites, il n'y a aucune influence de la croyance religieuse, du sexe, de la culture, du niveau d'éducation, de l'information, c'est-à-dire de la connaissance des expériences de mort imminente, ou de la peur de mourir. Tous ces facteurs-là n'influent pas sur l'incidence. Donc qu'on soit croyant ou non croyant, il y a autant d'expériences de mort imminente, par exemple. Par contre,
ce qui augmente la fréquence des expériences, c'est les personnes jeunes. Plus on est jeune, plus, a priori, on a de chances de vivre une expérience de mort imminente. Plus on est vieux, moins on a de chance. Alors après, est-ce que ça, on le verra tout à l'heure, est-ce que ça a trait à la mémoire, tout simplement, à la capacité de mémoriser l'expérience, c'est peut-être aussi ça. C'est le docteur Morse, tout à l'heure, que je vous ai présenté pour le cas de Cathy, la petite qui a été noyée. Lui a fait donc son étude chez les enfants. Il a montré à peu près 60% des enfants qui avaient vécu un arrêt cardiaque avaient rapporté une expérience de mort imminente, alors que chez l'adulte, on est à peu près dans les 10-15%. Donc c'est assez énorme chez les enfants. Et ensuite, en fait, la religion et le milieu socioculturel, même si elles n'influent pas sur l'incidence, sur la fréquence des expériences de mort imminente, elles influent sur l'interprétation. C'est évident qu'une personne qui est bouddhiste ne va pas vous dire la même chose qu'une personne qui est chrétienne si elle croit avoir rencontré Jésus ou si elle croit avoir rencontré Dieu. Pour eux, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc forcément, ça modifie l'interprétation qu'on en fait. Mais il n'empêche qu'elles voient à peu près les mêmes choses. Il y a quand même l'étude en Allemagne sur les 2000 personnes qui ont rapporté que, alors je sais plus, je crois que les anciens occupants de l'Allemagne de l'Est voyaient plus souvent le tunnel que ceux de l'Allemagne de l'Ouest. Bon, ou inversement, je sais plus, mais voilà. Donc il y a quand même une petite modification en fonction de la culture. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans la partie qui est un petit peu développée. Bon, c'est vraiment pour essayer de vous présenter, même succinctement, les hypothèses. Alors comment on peut expliquer les expériences de mort imminente? La première explication qui a été donnée, c'est que le taux d'oxygène dans le sang diminue. Et donc, s'il diminue, c'est ça qui provoquerait ces phénomènes. Pourquoi? En fait, en 97, il y a Wienery qui a comparé les expériences de mort imminente aux pilotes d'avions de chasse, qui subissent beaucoup de G, et qui, à peu près vers 4 G, vont commencer à avoir un voile gris, une altération de la vision périphérique, ce qui pourrait donner cette forme de tunnel, en fait. Et puis, quand l'hypoxie, quand le taux d'oxygène diminue encore, quand ils sont à haute altitude, ils peuvent commencer à avoir des proches. Attention, c'est des proches qui ne sont jamais décédés, c'est des proches qui sont encore à leur côté. Ils peuvent avoir une sensation de bien-être, et ils peuvent des fois avoir l'impression de sortir de leur corps. Donc c'est pour ça qu'on a dit que, si ça se trouve, les expériences de mort imminente, c'était tout simplement ça, le fait que l'oxygène baisse dans le sang. Sauf que ça répond encore une fois pas à toutes les situations, puisque, on l'a vu, les expériences de mort imminente viennent aussi chez des personnes qui n'ont aucune pathologie, qui se baladent dans la nature, ou qui ont tout simplement peur, etc. On peut difficilement imaginer que le taux d'oxygène chez ces personnes-là diminue. Ensuite, les proches que revoient les pilotes d'avions de chasse quand ils ont une baisse du taux d'oxygène sont toujours donc des proches qui ne sont jamais décédés, ils ne voient jamais des proches qui sont décédés, contrairement aux gens qui vivent l'expérience de mort imminente. Alors ensuite, il y a des signes cliniques qui sont un petit peu différents. Et puis, il y a différentes études. Alors, en 1982, par exemple, une grosse étude qui a montré que quand on comparait les taux d'oxygène dans le sang de ceux qui avaient vécu une expérience de mort imminente, ceux qui n'en avaient pas vécu, il n'y a pas de différence. Il y a même une étude en 2000 qui a montré que le taux d'oxygène était même supérieur chez les personnes qui avaient vécu l'expérience de mort imminente, donc ce serait peut-être même l'inverse. Et puis encore une autre étude en 2010 qui a montré qu'il n'y avait pas de différence. Donc voilà, ce qui contredit un petit peu, c'est, on va dire, la principale hypothèse que vous allez entendre sur les réseaux grand public ou rapportée par les personnes qui ne connaissent pas bien les expériences de mort imminente. C'est toujours, j'ai entendu l'autre jour à la radio, encore une fois, où il disait que cet effet tunnel, c'était tout simplement la rétine qui souffrait du manque d'oxygène, et puis donc c'était... Enfin, l'effet tunnel qu'on retrouve chez les pilotes d'avions de chasse, ça c'est quelque chose de récurrent, vous l'entendrez tout le temps, mais ça explique vraiment pas tout. Alors ensuite, il y a l'hypercapnie, c'est-à-dire que ce coup-ci, c'est plus une diminution du taux d'oxygène, ça serait, pour certains, une augmentation du taux de dioxyde de carbone. Pourquoi on a pensé à ça? Parce qu'en 1950, il y avait un psychiatre neurologue hongrois, Meduna, qui faisait inhaler du dioxyde de carbone aux schizophrènes pour voir si ça pouvait les guérir. On faisait des super expériences à l'époque. Et dans certains cas, rarement, c'est ce qu'il décrit, il y en a certains qui rapportaient voir un tunnel, avoir une lumière, avoir une sensation de décorporation et avoir quelques souvenirs, une sensation de paix. Donc au final, des sensations qui sont assez proches des gens qui baissaient en oxygène. Et il y a une autre étude par contre, peut-être un petit peu plus sérieuse, cette fois-ci, 2010, qui montre que
effectivement, il y aurait peut-être une augmentation du dioxyde de carbone chez les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Sauf qu'en fait, comme d'habitude, cette hypothèse, elle explique encore pas les expériences de mort imminente qui viennent chez les personnes qui n'ont aucune pathologie, celles qui se baladent dans la nature. Encore une fois, ça n'explique pas la vision de proches décédés, ça n'explique pas les visions mystiques, c'est-à-dire les sensations d'avoir rencontré Dieu, etc. par exemple. Ça n'explique pas la revue de vie, les personnes ne le voient pas. Et en plus, ces personnes-là, à qui on a fait respirer du dioxyde de carbone, elles ne changent pas du tout de vie après. Il n'y a aucune transformation comportementale après. Et puis, on a d'autres études qui montrent que cette fois-ci, le taux de dioxyde de carbone, il n'est pas du tout modifié. Cette étude qui a été faite en 2000, où il montrait une petite différence, ça a été fait que sur 63 patients, donc c'est très petit quand il y a des expérimentations, donc ça permet difficilement de l'extrapoler à toute la population. Alors, il y en a d'autres qui vont dire que c'est les endorphines. Alors les endorphines, c'est ce que vous avez dans le corps, c'est le cerveau qui peut sécréter des endorphines, par exemple quand vous avez mal. Ça vient de morphine, c'est la même racine, tout simplement, parce que quand vous avez mal, au bout d'un moment, votre cerveau va sécréter des endorphines pour que vous ayez moins cette sensation de douleur, et c'est ça qui peut faire un petit peu des fois planer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains sportifs qui sont complètement drogués au sport, en fait ils sont drogués aux endorphines, ils sont vraiment comme si qui recevaient de la morphine, c'est exactement ça. Et donc c'est en 1981 qu'est apparue cette hypothèse-là, où on a dit, quand les personnes vivent un gros stress, quand elles ont un arrêt cardiaque, quand elles ont un problème de santé, quand elles vivent un accident de voiture, eh bien il y a un relargage d'endorphines dans le corps, et c'est ça qui fait cette sensation de bien-être, et puis qui remémore quelques souvenirs, etc. Encore une fois, ça n'explique toujours pas les expériences de mort imminente chez ceux qui n'ont aucune pathologie. Et puis en plus, les travaux du docteur Morse, donc, qui a fait l'étude chez les enfants, lui, il a étudié 121 enfants atteints de maladies graves. Des maladies graves, incurables, lourdes, etc. Donc on imagine que ces enfants, sur les 121, il y en a quand même certains qui peuvent sécréter des endorphines en permanence, puisqu'ils ont quand même mal. Et sur ces 121 enfants, aucun n'avait vécu une expérience de mort imminente. C'est quand même bizarre. Par contre, sur les 12 arrêts cardiaques qu'il a étudiés, il y en avait 8 qui avaient vécu l'expérience de mort imminente, ce qui portait à 60%, donc l'incidence que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça ne paraît pas encore être ça. Alors là, c'est un petit peu plus technique. Il y a des petits canaux dans le cerveau qui libèrent des petites molécules chimiques, des neuromédiateurs, etc. Et une hypothèse aussi, c'est que ces canaux vont être bloqués à un moment donné et puis provoquer l'expérience de mort imminente, en fait, tout simplement par simple analogie avec la kétamine. La kétamine, c'est une drogue. C'est aussi quelque chose qu'on utilise en médecine pour shooter les gens, surtout pendant la guerre. Alors par exemple, quand vous voyez les films de guerre où ils disent morphine, en fait c'est de la kétamine qu'ils mettent pour vraiment les shooter d'un coup, parce que ça fait halluciner en plus, et puis ça apporte une sensation de bien-être. Eh bien, il y en a qui ont comparé ça, qui ont dit, quand les gens qui ont mis sous kétamine, des fois rapportent avoir vu la lumière, un tunnel lumineux, etc. Et donc ils ont imaginé qu'il y avait une autre molécule dans le corps qui pouvait aller titiller ces petits canaux responsables de ces sensations et provoquer ça. On en revient toujours aux mêmes raisons. Ça n'explique pas les expériences de mort imminente chez des sujets qui n'ont rien, qui n'ont aucune pathologie. Et puis, ça n'explique pas certains éléments caractéristiques qui sont la vision des proches décédés, la vision mystique, etc. Toujours pareil. Et en plus, les personnes sous kétamine, généralement, critiquent ce qu'elles ont vu, c'est-à-dire que quand elles ont eu des hallucinations, elles disent que c'est bien des hallucinations. Les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, elles vous disent pas c'est des hallucinations. Ça n'a rien à voir. Alors ça, c'est une des dernières hypothèses qui vient de sortir, qui est plus récente, et qui est peut-être, on va dire, la meilleure, en tout cas celle qui s'approche le plus. C'est la diméthyltryptamine. Alors, c'est une drogue. C'est une drogue, mais qu'on peut trouver normalement dans le corps, c'est-à-dire que vous l'avez tous dans votre corps. L'hypothèse, en fait, c'est que cette drogue, cette molécule dans le cerveau, augmenterait de manière très importante lors d'un stress ou lors d'un problème de santé et provoquerait cette expérience de mort imminente. Parce qu'en fait, les personnes à qui on apporte de la diméthyltryptamine, qui se shootent à la diméthyltryptamine, c'est déjà par voie intraveineuse, et quand on leur en met, là, elles peuvent voir la lumière, le tunnel, etc. Mais elles rapportent avoir vu des choses qu'on retrouve sur aucune des autres hypothèses, c'est-à-dire qu'elles rapportent avoir un sentiment d'amour inconditionnel, elles rapportent voir des êtres lumineux et avoir une communication avec eux sans parole, et elles rapportent qu'elles ont des pensées lucides,
Et elles ont aussi des transformations comportementales à long terme, c'est-à-dire qu'elles ont une baisse de la peur de la mort. Donc là, on a vraiment quelque chose en fait, qui se rapproche très très fortement des expériences de mort imminente. Donc pourquoi pas, puisque visiblement on a cette drogue dans notre corps. Sauf que, encore une fois, comment expliquer ceux qui n'ont aucune pathologie? Et aussi, il y a quand même quelques différences sous diméthyltryptamine. Il y en a quand même qui rapportent beaucoup avoir vu des extraterrestres ou s'être fait enlever par des extraterrestres, avoir subi des expériences par ces extraterrestres. Donc là, on ne les a pas du tout dans les expériences de mort imminente. Donc ça n'explique pas tout. Et en plus, on n'a toujours pas de preuve que cette molécule dans le corps augmenterait de façon très importante lors d'un stress. Pour terminer avec les hypothèses, il y a l'anomalie électrique. Certains pensent que l'expérience de mort imminente, c'est en fait une crise d'épilepsie, dans une zone qui est temporale, qui est juste ici, puisque les personnes qui ont ce type d'épilepsie, qui sont atteintes de ce type d'épilepsie, souvent peuvent entendre des voix, peuvent voir des choses, etc. Donc on s'est dit que c'était peut-être ça qui expliquait les expériences de mort imminente, un petit choc électrique dans le cerveau. En plus, il y a des travaux d'un neurologue, Olaf Blanke, qui a montré qu'en stimulant pile cette zone qui est ici, enfin plutôt de l'autre côté, eh bien, on pouvait faire sentir à une personne la sensation de se décorporer, c'est-à-dire que cette personne rapportait voir ses jambes d'une manière un peu modifiée, etc. Mais par contre, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas comme si qu'elle était vraiment de haut, c'est qu'elle rapporte à voir ses jambes d'une manière différente, ou son tronc, etc. Donc elle rapporte une vision un petit peu déformée, mais pas du tout la même vision que si elle était de haut. Alors il y a comme toujours des personnes qui sont contre, notamment un grand épileptologue américain qui a dit que lui en 30 ans de carrière sur l'épileptologie, il n'avait jamais rencontré aucun patient qui souffrait d'épilepsie temporale qui avait vécu des choses similaires aux expériences de mort imminente. Donc on imagine quand même qu'il a une grosse carrière et qu'il a interrogé beaucoup de personnes et que pour lui le fait de voir cette lumière, etc., ça ressemblait en rien du tout à une crise d'épilepsie occipitale qui est aussi des fois avancée. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est que lorsque vous faites un arrêt cardiaque, ce que j'espère que ça n'arrivera pas, mais lorsque les personnes ont un arrêt cardiaque, 10 secondes après l'arrêt cardiaque, l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire donc l'activité électrique du cerveau commence à ralentir, et 30 secondes après l'arrêt cardiaque, l'électroencéphalogramme devient totalement plat. Il n'y a plus rien. Donc une crise d'épilepsie, ça paraît peu probable, parce qu'une crise d'épilepsie, c'est vraiment une grosse décharge électrique. Et là, c'est quand même bizarre qu'une personne puisse rapporter sa réanimation 1 à 2 minutes, 3 minutes après l'arrêt cardiaque, puisque en théorie, son électroencéphalogramme est plat et le cerveau n'a plus aucune activité. Donc on voit en fait que c'est extrêmement difficile d'expliquer ces expériences de mort imminente, chacun a son hypothèse, et puis de toute façon il faut avancer toujours comme ça. Donc peut-être tout simplement que l'origine elle est multifactorielle, ça se trouve il y a l'hypoxie, plus la diméthyltryptamine, plus l'activité électrique, peut-être que tout ça s'est mélangé puisqu'on n'a aucune hypothèse qui réussit à expliquer tout. Par contre, toutes ces hypothèses-là, le fait en gros d'une anomalie cérébrale qui pourrait expliquer l'expérience de mort imminente, ben, il n'y en a aucune qui est capable d'expliquer comment elles peuvent être partagées. Comment la personne qui est à côté d'un proche en train de décéder peut vivre cette expérience de mort imminente. Là, franchement, la médecine, et quelles que soient les hypothèses, ne pourra jamais l'expliquer. C'est impossible, puisque cette personne qui est à côté, elle n'a rien, vraiment. Et puis comment expliquer que des aveugles de naissance puissent voir pour la première fois? Ça, c'est encore une fois, c'est totalement incompréhensible. Donc en fait, est-ce qu'il y a une explication médicale possible? Ça, c'est la grande question. Est-ce que ce ne serait pas du côté de la physique quantique? Alors la physique quantique, c'est très spécial. Je vais passer rapidement, parce que c'est très complexe et je ne comprends pas encore tout, et je pense qu'il faut être vraiment un grand physicien quantique pour bien approcher ces phénomènes, mais rapidement les principes de la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique qui étudie les petites particules. Donc les petits électrons, les photons, etc., qui étudient vraiment l'infiniment petit. Contrairement à la physique classique, où on a les lois de la gravité, où ce verre-là ne peut pas s'envoler, etc. Dans la physique quantique, il y a le principe qu'on appelle de non-localité, c'est-à-dire que le petit électron, le petit photon qui se balade, on ne peut pas le localiser. On ne sait pas où il est. Il est dans un endroit qu'on peut calculer, un peu global. Il peut être partout à la fois, cet électron. Il ne peut pas être à un endroit précis à un moment donné, ce que nous dirait la physique classique, c'est qu'il est partout à la fois. Donc, pour la physique quantique, vous pouvez très bien avoir un petit électron là qui est à côté de moi pendant que je suis en train de vous parler, mais il peut être en même temps en Australie, il peut être en même temps au Japon, il peut être partout.
hein, et il n'y a que quand il va changer d'état, cet électron, qui va hop, se précipiter dans un endroit donné. Donc en fait, c'est le principe d'incertitude. L'incertitude, c'est qu'on ne sait pas localiser une particule dans cet espace-là, ce qui pose problème aux physiciens quantiques, puisque en fait, tout est sur de la théorie. Ils ne peuvent rien vérifier, parce que s'ils vérifient, il y a tout qui chamboule, c'est plus du tout pareil. Et en fait, cet espace où, alors on appelle un espace non local, donc où les petits photons, les petites particules, elles n'ont pas de place, en fait, elles peuvent être partout à la fois, c'est cet espace, pour les physiciens quantiques, qui influence notre espace de tous les jours, donc ce qui permet de parler avec vous, etc. Et surtout, tout est uni, tout est un, tout est intriqué. C'est-à-dire que pour les physiciens quantiques, si on bouge un petit électron, ça va forcément bouger un électron qui peut être à l'autre bout de la Terre. Hein, c'est vraiment, tout peut être lié. Alors comment on peut rapprocher la physique quantique de l'expérience de mort imminente? Le fait de cette non-localité. On le voit en fait dans l'expérience de mort imminente, donc les gens peuvent se déplacer de manière instantanée dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de leur réanimation, ils les voient réanimer, puis d'un coup ils vont penser à leurs proches, et pouf, ils se retrouvent à côté de leurs proches qui sont en train de parler dans la salle d'attente, qui sont en train de s'inquiéter, et pouf, ils peuvent se retrouver à des kilomètres de là, voir telle ou telle personne. Voilà, on a ce principe de localité qu'on retrouve, de non-localité qu'on retrouve dans l'expérience de mort imminente. Le principe d'intrication, on le retrouve aussi, on le voit dans le reportage, la personne qui dit « j'avais l'impression de tout comprendre, de tout connaître, d'être vraiment uni, de faire qu'un avec ce qui m'entourait ». On a ce principe, on retrouve ce principe d'intrication. Et le tunnel, alors pour Stephen Hawking, qui est un physicien quantique, pour lui en fait c'est la transition, il a modélisé ça par calcul, le tunnel ce sera la transition entre cet espace, notre espace classique qui est en ce moment, et l'espace non local où on a tout qui est incertain. Pour lui, ça pourrait être ce tunnel, il modélise comme un espèce de trou de verre. Voilà. Alors du coup, comment la physique quantique pourrait s'appliquer à la conscience? En fait, pour les physiciens quantiques, la conscience pourrait être extracorporelle. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas imaginable pour les médecins, mais qui pour les physiciens quantiques est plausible. C'est-à-dire que vous pourriez, ça reste encore une hypothèse de toute façon, vous pourriez avoir votre conscience qui se balade, on ne sait pas où, dans l'espace non local, et puis votre cerveau en fait fait un rôle d'émetteur-récepteur avec cette conscience. Hein, c'est le même principe que la télé, hein. Les gens qui parlent dans la télé ne sont pas dans la télé, ils sont à un autre endroit, ça on l'a bien compris depuis longtemps heureusement, mais ça se trouve le cerveau fonctionnerait exactement de la même manière. Ce qui pourrait dire que quand il s'arrête de fonctionner, la conscience peut toujours évoluer dans un autre endroit. D'autant plus qu'il y a deux physiciens qui ont mis en évidence qu'il se passait, des petits processus quantiques dans le cerveau, vraiment dans les petits microtubules. Donc du coup, on peut imaginer que ça répond bien aux lois de la physique quantique. Et en plus, on a montré que, ça c'est plutôt récent, que deux individus qui ne se connaissent pas pouvaient avoir des interactions entre leur électroencéphalogramme, même à distance. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas, on émet des flashs lumineux devant la personne à qui on enregistre l'électroencéphalogramme, et l'autre personne qui peut être à des kilomètres de là, va en même temps avoir les flashs lumineux qui se répercutent sur son électroencéphalogramme alors qu'elle ne les voit pas. Donc il peut y avoir cette interaction, en tout cas ça semble déjà prouvé. Donc pourquoi pas cette hypothèse? Il y a le docteur Charbonnier qui est mon directeur de thèse, peut-être que vous avez déjà lu certains de ses livres. C'est un anesthésiste à Toulouse qui a modélisé en fait son hypothèse à lui un peu sur la base de cette physique quantique. C'est-à-dire que pour lui, on a deux types de conscience. Une conscience analytique et une conscience intuitive. La conscience analytique, c'est celle qui est reliée à vos cinq sens, c'est-à-dire celle qui me permet de parler avec vous, de vous entendre, celle qui capte vraiment tous les cinq sens. Et la conscience intuitive, c'est la conscience qui est beaucoup plus enfouie, qui est un petit peu en retrait, la conscience de l'intuition, par exemple, et qui, en fait, est écrasée par cette conscience analytique. Et pour lui, lors d'un arrêt cardiaque ou lors d'un problème cérébral, la conscience analytique, on la met de côté, on la supprime, et du coup, la conscience intuitive pourrait se libérer et expliquer que les gens puissent toujours percevoir des choses et avoir la sensation d'être encore plus conscients qu'avant. Voilà. Donc on est un petit peu sur ce principe-là. Dans les arrêts cardio-respiratoires, la plus grosse étude à l'heure actuelle, c'est en 2001. En 2001, c'est le Dr Pim van Lommel qui, aux Pays-Bas, a interrogé 344 arrêts cardiaques. Bon, la diapo est un petit peu compliquée. Il a interrogé 344
arrêt cardiaque de manière prospective. Ce qu'on appelle prospective, c'est-à-dire que, en gros, les arrêts cardiaques se passaient, hop, il allait les interroger, et puis ainsi de suite. Hein. Le rétrospectif, c'est comme moi j'ai fait, c'est quand on prend tous les dossiers, tous les arrêts cardiaques sont déjà passés, et ensuite on va aller interroger les gens qui ont vécu l'arrêt cardiaque les années en arrière. Donc lui, il l'a fait vraiment de manière prospective, parce que il le pouvait, ils étaient déjà une dizaine de cardiologues qui travaillaient dans les Pays-Bas sur à peu près une dizaine d'hôpitaux différents, donc ils ont recruté beaucoup de monde. Et puis donc, sur ces 344 arrêts cardiaques, il a trouvé 41 expériences de mort imminente, c'est-à-dire à peu près 12%. Pour ça, il a utilisé le WCUI, c'est le score que je vous ai dit tout à l'heure, qui sert à analyser plus la profondeur de l'expérience de mort imminente, mais moins dépistée. Donc le score n'était pas tout à fait très adapté, mais c'est parce qu'en fait il a suivi ces personnes pendant 8 ans à peu près, il a essayé de voir si celles qui avaient vécu une plus grosse expérience de mort imminente avaient plus de transformations et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il a utilisé ce score. Et donc sur l'analyse qu'il a fait, il n'y avait aucune influence, encore une fois comme on le sait toujours, du sexe, de la religion, du niveau d'éducation, de l'information sur ces phénomènes, de la peur de la mort, la méthode de réanimation ne changeait rien non plus, la durée de la réanimation ne changeait rien non plus, et les drogues utilisées ne changeaient rien. Par contre, il a trouvé, comme on sait déjà, une augmentation de la fréquence chez les personnes qui sont plus jeunes. Alors là, son indicateur, c'était les gens inférieurs à 60 ans. Ceux qui avaient fait un premier infarctus, qui peuvent être très bien aussi ceux inférieurs à 60 ans, et ceux qui avaient déjà vécu une expérience de mort imminente antérieure. Donc ceux qui avaient déjà vécu une expérience de mort imminente avaient tendance à en refaire plus après. Et ce qui diminuait la fréquence de ces phénomènes, c'était le fait qu'ils aient un trouble de mémoire après l'arrêt cardiaque. Ça, on comprend aussi. Il a fait une analyse univariée, c'est-à-dire qu'il a analysé facteur par facteur. Alors, l'analyse univariée, en médecine, c'est toujours moins, enfin, toujours, on va dire, moins performant. Je vais vous donner un exemple. Si on fait une étude sur les consommateurs de café et le cancer de poumon, on va se rendre compte que les consommateurs de café font plus de cancer de poumon que les autres. Donc on va se dire, le café provoque le cancer du poumon. Oui mais non, parce qu'on n'a pas pris en compte le facteur que peut-être les consommateurs de café consomment plus de cigarettes et donc ont plus de cancer du poumon. Donc c'est pour ça que les analyses multivariées prennent en compte tous les éléments en même temps et arrivent à dégager un seul facteur. Mais pour ça, il faut avoir énormément de personnes dans l'étude, de personnes interrogées, ce qui n'était pas possible, lui, sur 344 arrêts cardiaques, ce qui est encore moins possible sur moi, sur mon étude, sur 118. Alors l'étude que j'ai faite, en fait, je suis parti d'éléments qui manquaient. Dans la littérature scientifique, de tout ce que je vous ai dit, en fait, on n'a jamais étudié les antécédents médicaux, chirurgicaux des patients, et on n'a jamais étudié non plus les médicaments qu'elles prenaient avant. On a étudié les médicaments pendant la réanimation, savoir si telle ou telle drogue provoquait ces expériences de mort imminente, mais on n'a pas étudié les médicaments que le patient prenait avant. Pourquoi étudier ça? Parce qu'en fait, admettons, l'expérience de mort imminente est une anomalie électrique, est une crise épileptique au niveau du cerveau. Admettons c'est ça. Et bien peut-être que chez les personnes qui ont des antécédents neurologiques, c'est-à-dire les personnes épileptiques, on devrait retrouver plus d'expériences de mort imminente que chez les autres. Donc voilà, c'est ce type de choses. Ou alors si par exemple on dit que les expériences de mort imminente sont des hallucinations, on devrait peut-être plus trouver d'expériences de mort imminente chez les personnes qui ont un antécédent psychiatrique. Donc c'était sur ce principe-là que j'ai fait mon étude pour essayer de voir si on trouvait des choses. Et aussi, l'objectif c'était d'utiliser le score de Grayson, donc le score qui est le plus adapté pour étudier les expériences de mort imminente. Alors l'étude elle a porté sur, de manière rétrospective, puisque j'étais tout seul, donc j'étais obligé de récupérer le maximum de dossiers. J'ai interrogé toutes les personnes qui ont fait un arrêt cardiaque sur le CHU de Reims entre 2005 et 2012, toutes les personnes majeures qui ont fait ça, et j'ai exclu quand même toutes celles qui déjà d'une ne pouvaient pas parler, et puis celles qui étaient, on va dire, ininterrogeables parce que leur discours n'était absolument pas fiable, celles qui étaient par exemple totalement démentes avant l'arrêt cardiaque, c'est évident, je ne pouvais pas les interroger. Alors comment ça s'est passé? J'ai eu 295 dossiers de patients à ressortir, 295 dossiers de patients qui ont été réanimés d'un arrêt cardiaque. Mais à la suite de ça, évidemment, c'était un petit peu l'enquête policière. Il fallait réinterroger les personnes, les appeler, voir s'ils étaient toujours en vie, etc. Parce que bon, il y a quand même un fort taux de mortalité après les arrêts cardiaques. Et donc 91 patients sont décédés dans les suites de cet arrêt cardiaque, donc je ne pouvais pas interroger. Et 86 patients ont été exclus, soit parce qu'elles étaient ininterrogeables, soit parce que j'avais pas le numéro de téléphone, ce qui arrivait souvent, ou soit parce qu'ils voulaient pas me répondre, ça s'est arrivé qu'une seule fois.
où c'était une personne âgée qui m'avait pris pour un démarcheur téléphonique et j'ai jamais réussi à la réinterroger. Donc j'ai interrogé 118 personnes. Sur ces 118 personnes, l'âge moyen était à peu près de 54 ans, avec une forte prédominance masculine, c'est un peu l'inverse d'aujourd'hui d'ailleurs. Il y avait 69% d'hommes, tout simplement parce que forcément les hommes font plus d'infarctus, hein. C'est surtout ça. Le niveau d'éducation, il y avait à peu près autant de niveau d'éducation primaire que secondaire, un peu moins de niveau d'éducation supérieure. Alors ça c'est particulièrement étonnant, en tout cas pour les médecins, c'est que 66% des personnes connaissaient déjà les expériences de mort imminente. Donc en fait dans la population globale, il y a quand même beaucoup de monde qui en a déjà entendu parler. 34% seulement des personnes n'avaient jamais entendu parler de ce que c'était une expérience de mort imminente. Alors ça c'est tous les antécédents des patients, donc j'ai fouillé dans tous les dossiers pour récupérer tous les antécédents et j'ai classé ça par famille parce que sinon j'avais pas assez de données, donc je les ai classés par famille, donc neurologique, cardiovasculaire, psychiatrique, etc. Alors quels ont été les résultats de cette étude? Eh bien sur 118 personnes interrogées, j'ai trouvé 15% d'expérience de mort imminente, c'est-à-dire 18 personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, donc sur les 118 personnes interrogées, 15%. On est sur les mêmes chiffres, les mêmes ordres de chiffres que le docteur Pim van Lommel aux Pays-Bas en 2000. Il y avait une expérience de mort imminente négative dans le lot, que je ne sais pas si d'ailleurs vous avez vu le reportage sur la chaîne numéro 23 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était la personne que j'étais en train d'interroger justement quand ils sont venus me filmer. Improbable faux positif. Alors pourquoi je dis faux positif? Parce que en fait, ça c'était une personne qui a raconté, qui était positive sur le score, elle avait plus de 6 points sur le score, mais pour autant, son récit était un petit peu différent. C'est-à-dire que elle a raconté avoir vécu, alors elle était dans un monde merveilleux, où elle se sentait bien, etc. Par contre, c'était un monde qui était très proche de la réalité, c'est-à-dire qu'elle était dans une ville, elle était dans son appartement, elle avait des enfants qui réussissaient merveilleusement bien, elle avait un fils qu'elle avait réussi à placer joueur au Real Madrid, une autre qui était chanteuse, un autre qui était marié avec une star hollywoodienne, mais tout ça de manière très très puissante, à tel point que en fait, elle était positive sur le score d'expérience de mort imminente, donc obligée de la considérer comme. Pour autant, c'est pas vraiment comme une expérience de mort imminente. Et une qui était probablement faux négatif, puisque en fait cette personne-là, elle s'est réveillée de son coma, elle a raconté à sa mère l'expérience de mort imminente, elle a dit j'ai vu une lumière, j'ai vu Jésus, etc. Et puis en fait, elle s'est endormie, 2 jours après, elle ne se souvenait plus de rien. Donc elle m'a dit, quand j'ai eu au téléphone, elle m'a dit oui, j'ai raconté ça à ma mère, mais je m'en souviens plus. Et puis ma mère, je peux pas vous le dire maintenant parce qu'elle est décédée, donc voilà. Donc c'est probablement un faux négatif. Alors quels ont été les facteurs qui diminuaient la fréquence des expériences de mort imminente parmi donc, les antécédents et les traitements? Eh bien en fait, contrairement aux études qui ont déjà été faites, moi j'ai trouvé un niveau d'éducation. Donc plus le niveau d'éducation était élevé, moins les personnes avaient tendance à vivre une expérience de mort imminente. Plus il était élevé, moins elles vivaient ça. Au niveau médical, bizarrement, en tout cas contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, les antécédents psychiatriques, neurologiques, cardiologiques, chirurgie digestive, diminuaient les expériences de mort imminente. Donc les personnes qui avaient un passé psychiatrique avaient tendance à en vivre moins. Les personnes qui avaient un passé neurologique avaient tendance à en vivre moins aussi. Et puis aussi, il y avait un facteur, c'était le fait qu'elles aient été réanimées à l'extérieur de l'hôpital, elles en vivaient moins aussi d'expériences de mort imminente. Au niveau des drogues utilisées, au niveau des médicaments qu'elles prenaient, quelle que soit la drogue utilisée pour réanimer les personnes, ça diminuait l'expérience de mort imminente. Et quel que soit le médicament qu'elles prenaient aussi, donc pendant leur vie antérieure, enfin pendant leur vie antérieure, hein, c'est pas le bon terme, pendant la vie avant l'arrêt cardiaque, c'est pareil, ça diminuait l'expérience de mort imminente. Et en plus, on s'est aperçu que plus elles prenaient de médicaments, et moins elles vivaient l'expérience de mort imminente. Donc en fait, c'était plus les gens qui n'avaient aucun médicament qui avaient tendance à vivre cette chose-là. Qu'est-ce qui augmentait les expériences de mort imminente? Eh bien, il y avait encore une fois, comme l'a trouvé Pim van Lommel, et ce qu'on savait déjà, les personnes âgées de moins de 60 ans qui ont tendance à en vivre plus d'expériences de mort imminente, donc les personnes plus jeunes. Le sexe féminin, ça s'était pas retrouvé avant, donc les femmes en vivaient plus, et le fait de connaître les expériences de mort imminente avant, ou alors d'avoir déjà vécu une expérience. Et aussi, les antécédents endocrinologiques, rhumatologiques et pneumologiques augmentaient la probabilité de vivre une expérience de mort imminente. Alors comment on peut interpréter tout ça? C'est assez complexe. On va essayer de le faire par étapes.
parce qu'en fait il y a plusieurs explications possibles et tout peut rentrer dans des cases déjà connues. Tout d'abord, comment interpréter le fait que l'éducation, donc en fait plus une personne a un niveau d'études élevé et moins elle va vivre d'expériences de mort imminente. Comment l'interpréter? En fait peut-être que ça pourrait vouloir dire que les expériences de mort imminente sont tout simplement des hallucinations, puisque le fait d'avoir une meilleure éducation, le sujet est capable de plus rationaliser sur les phénomènes et donc d'en vivre moins. Et ferait comme un rejet un petit peu inconscient de l'expérience. C'est une hypothèse. Le fait de connaître les expériences de mort imminente ou d'avoir déjà vécu une expérience de mort imminente, ça pourrait rentrer dans la case aussi du fait que les expériences de mort imminente sont peut-être des souvenirs de ce qui a été vécu avant, puisque les personnes qui connaissent les expériences de mort imminente en vivent plus, peut-être que tout simplement elles se remémorent ce qu'elles ont vécu. C'est encore une hypothèse. Sauf qu'en fait, ces deux choses-là peuvent aussi rentrer dans le modèle du docteur Charbonnier que je vous ai présenté tout à l'heure, donc un petit peu la physique quantique, avec cette conscience analytique et conscience intuitive. Donc, l'éducation, typiquement, l'éducation, plus elle est importante, plus le niveau d'études est important, plus la conscience analytique est puissante. Et donc, moins la conscience intuitive pourrait se libérer, ce qui pourrait diminuer les expériences de mort imminente. A l'inverse, le fait d'être informé sur l'expérience de mort imminente ou d'en avoir déjà vécu une, ça augmenterait la puissance de cette conscience intuitive, ça la libérerait un petit peu, et donc ça augmenterait les expériences de mort imminente. Vous voyez, on peut complètement renverser l'explication sur ces phénomènes-là. En tout cas, le fait que les antécédents psychiatriques diminuent les expériences, ça paraît pour le coup pas du tout en faveur de l'explication des hallucinations ou d'un mécanisme psy pour expliquer ces expériences, puisque les personnes qui ont un passé psychiatrique en vivent moins. Pareil pour les antécédents neurologiques. Le fait que les antécédents neurologiques soient associés avec une baisse des expériences de mort imminente, c'est pas en la faveur d'une crise convulsive, puisque les patients qui sont épileptiques de base rentrent dans cette case-là d'antécédents neurologiques et pour autant ils en vivent moins. Donc a priori, c'est pas une crise d'épilepsie, l'expérience de mort imminente. En tout cas, on peut le supposer. Pareil pour l'utilisation d'adrénaline. Alors la DMT, la diméthyltryptamine, que je disais tout à l'heure, qui est probablement en tout cas la drogue qui s'approche le plus du vécu de l'expérience de mort imminente, elle est censée augmenter dans le sang après un stress et typiquement après une sécrétion d'adrénaline. Vous avez de l'adrénaline dans le corps aussi. Et alors que quand on apporte de l'adrénaline en plus aux gens lors de l'arrêt cardiaque, elles vivent moins d'expérience de mort imminente. Donc ça ne paraît pas non plus être en la faveur de cette hypothèse-là. Par contre, on peut trouver une autre explication. Les antécédents neurologiques, les antécédents psychiatriques ou les antécédents cardiovasculaires, ces trois types d'antécédents peuvent altérer un petit peu la fonction de la mémoire. Donc les personnes qui ont ce type d'antécédents peuvent avoir une mémoire moins performante. Que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour leur cerveau qui fonctionne un petit peu moins rapidement. Donc du coup, on peut peut-être se demander si en fait les résultats qu'on a ne reflètent pas la nécessité d'avoir un bon fonctionnement cérébral pour vivre une expérience de mort imminente, ou en tout cas pour s'en souvenir. Donc peut-être que dans les expériences de mort imminente, tout le monde vit, enfin, dans un arrêt cardiaque, tout le monde vit une expérience de mort imminente, mais tout le monde ne s'en souvient pas, comme les rêves. Hein, on est déjà pour les rêves, c'est déjà prouvé, hein, on rêve tous la nuit, mais au réveil, il n'y en a que 46% qui s'en souviennent à peu près. Donc les expériences de mort imminente, on peut imaginer que dans un arrêt cardiaque, quand on vous rajoute en plus des drogues, quand on vous met dans le coma après l'arrêt cardiaque, on imagine que ça peut diminuer encore la mémorisation. Donc c'est une hypothèse. Pareil, donc pour l'adrénaline, l'amiodarone, ça c'est des drogues utilisées. Généralement, on les utilise quand on n'arrive pas à réanimer la personne rapidement par massage cardiaque. Donc en fait, ça veut dire que la durée de réanimation est un petit peu plus longue. Et si la durée de réanimation est un petit peu plus longue, il y a potentiellement plus de lésions cérébrales et le cerveau a tendance à moins bien récupérer après. Donc c'est pareil, ça pourrait diminuer en fait le souvenir d'avoir vécu une expérience de mort imminente. Pareil pour les médicaments, plus vous prenez de médicaments avant, plus votre conscience est un petit peu altérée. Je prends l'exemple des hypnotiques, alors les benzodiazépines, je ne les ai pas présentés tout à l'heure. Les benzodiazépines, en fait, c'est des somnifères. Hein, c'est le Stilnox, c'est l'Imovan, c'est le Xanax, toutes ces choses-là, toutes les choses pour dormir. On sait déjà que ça provoque des troubles de mémoire. Ça perturbe la mémoire. Donc du coup, on voit que par exemple, plus les personnes en prennent, et moins elles vivent d'expériences de mort imminente. Donc c'est peut-être encore une fois le reflet de la mémoire. Mais par contre, si on part sur cette hypothèse, et c'est là où ça devient compliqué, c'est que on ne peut pas tout expliquer. C'est-à-dire que si l'hypothèse est la bonne, si le fait qu'il faille avoir un bon fonctionnement cérébral pour se souvenir d'une expérience de mort imminente, eh bien ça ne colle pas pour le diabète. Parce que le diabète, on voit que les antécédents endocrinologiques
augmente la probabilité d'expérience de mort imminente. Alors que le diabète, on sait, c'est une maladie qui abîme les artères et qui donc forcément peut abîmer aussi un petit peu les artères au niveau cérébral et qui potentiellement pourrait diminuer le fonctionnement du cerveau. Mais pour autant, ça les augmente. Donc ça colle pas non plus pour ça. Ça colle pas non plus pour les antécédents pneumologiques. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a vu l'hypoxie, l'hypercapnie, c'est-à-dire la baisse du taux d'oxygène ou l'augmentation du taux de dioxyde de carbone pour expliquer. Ces personnes-là qui ont des antécédents pneumologiques, elles ont ces anomalies de manière chronique. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui est insuffisante respiratoire, qui a sans arrêt besoin de se balader avec sa bouteille d'oxygène, d'ailleurs, si vous fumez, arrêtez de fumer tout de suite, c'est ce qui vous attend, un petit message de prévention. Je ne peux pas m'empêcher, désolé. Donc, en fait, ces personnes-là ont ces anomalies de manière chronique, c'est-à-dire qu'elles ont moins d'oxygène que les autres et elles ont plus de dioxyde de carbone. Et pour autant, elles vivent plus d'expériences de mort imminente. C'est bizarre parce que le cerveau serait censé être un petit peu habitué. Si elles ont toujours ces anomalies-là au jour le jour, le cerveau devrait être habitué. Ça serait étonnant que ça se déclenche plus lors d'un arrêt cardiaque. Ou alors, ça veut tout simplement dire qu'il y a des valeurs seuil en dessous duquel ou au-dessus de laquelle se déclencherait l'expérience. Par contre, on revient donc aux somnifères. Cette famille de benzodiazépines, les somnifères, c'est aussi un médicament qui est utilisé contre l'épilepsie, parce que ça limite l'épilepsie. Les personnes qui sont épileptiques, souvent, on leur donne ces molécules-là, ces médicaments-là, pour qu'elles fassent moins d'épilepsie. Et le fait que le résultat des benzodiazépines diminue les expériences de mort imminente, peut-être que ça peut être en faveur d'une crise d'épilepsie, puisque du coup, ça limiterait le fait d'avoir une anomalie électrique du cerveau, et donc, ça limiterait le fait d'avoir une expérience de mort imminente. Alors là, si vous avez des explications, je suis preneur, parce que j'ai toujours pas trouvé. Pourquoi les antécédents rhumatologiques, c'est-à-dire l'arthrose, l'arthrite, le fait d'avoir mal aux articulations, ou pourquoi le fait d'avoir déjà été opéré des intestins peut augmenter les expériences de mort imminente, là, je sais pas, j'arrive pas. Hein, mais c'est le problème aussi des statistiques, c'est qu'on analyse tout et n'importe quoi, et après on a des résultats qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors donc pour terminer un petit peu, en fait l'explication commune à l'ensemble des résultats elle est extrêmement difficile, hein, comme toujours dans les études. Donc il faut rejeter aucune hypothèse en fait, hein. Il faut vraiment analyser chaque argument et essayer d'explorer un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs de confusion? C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple du café et du cancer du poumon, si on n'analyse pas la consommation de tabac, on ne saura pas que c'est le tabac qui vient interférer là-dedans. Peut-être que là, on est dans la même chose. Peut-être que sur notre étude, on a des facteurs qui n'ont pas été analysés, qui viennent perturber un petit peu l'analyse, c'est possible. Quelque chose qu'on ne sait toujours pas, c'est la temporalité de l'expérience de mort imminente lors d'un arrêt cardiaque. C'est-à-dire, quand est-ce qu'elle vient, cette expérience? Est-ce que c'est quand la personne elle commence à avoir un électroencéphalogramme qui diminue? Est-ce que c'est quand elle a un électroencéphalogramme qui est plat? Ou est-ce que c'est après, quand on l'a réanimée, quand on la met dans le coma? Est-ce que c'est à ce moment-là? On est incapable de dire. À ce moment-là, on ne sait pas exactement quand elle vient. Donc ça, c'est vraiment une grosse difficulté dans l'étude d'expérience de mort imminente, c'est qu'on ne sait pas. Évidemment, les personnes qui racontent avoir vu leur réanimation, qui racontent avoir vu de haut, qui racontent ce qui s'est passé exactement. Donc on suppose que c'était évidemment pile au moment de l'arrêt cardiaque, l'expérience de mort imminente. Mais ça, encore une fois, au niveau du monde scientifique, au niveau des médecins, c'est très critiqué parce que beaucoup disent que de toute façon, le fait que la personne se décorpore, en tout cas voit sa réanimation, c'est juste une hallucination du cerveau avec ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu, enfin, ce qu'elle aurait pu voir avant, etc. Donc c'est très très critiqué. Pour eux, la décorporation n'existe pas. Donc il y a vraiment deux courants de pensée qui s'affrontent au niveau médical. C'est pas évident, mais en même temps, tout le monde a un petit peu raison dans son coin. Donc les forces de l'étude rémoise, c'était d'analyser pour la première fois les antécédents et traitements. Les limites, évidemment, c'était qu'elle était peu puissante. Hein, il n'y avait pas beaucoup de personnes. 118, alors ça peut paraître à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais bon, pour des études très très puissantes, il faut des milliers de personnes. Hein, donc ça, des milliers d'arrêts cardiaques, c'est difficile à trouver quand même. Alors pour terminer, 15% d'expérience de mort imminente, c'est le chiffre quand même à retenir, visiblement. Donc dans les arrêts cardio-respiratoires, quand vous faites un arrêt cardiaque, vous avez visiblement 15% de chances de vivre une expérience de mort imminente, ou alors de vous souvenir de l'expérience de mort imminente, puisque ce qui sortirait de l'étude de ces résultats, et l'hypothèse, ça serait que tout le monde vivrait l'expérience de mort imminente lors d'un arrêt cardiaque, mais tout le monde ne s'en souviendrait pas, comme les rêves. Voilà. Et ensuite, les médicaments que vous prenez ou les problèmes de santé que vous avez diminuent la probabilité de se souvenir de l'expérience. Et on a toujours des zones d'ombre, bien évidemment, pour les antécédents pneumologiques, endocrinologiques. Il faut faire évidemment des études ultérieures, ça c'est mon but en faisant cette thèse, c'était de faire comprendre un petit peu aux scientifiques ou aux autres médecins que c'est important d'étudier ça et qu'il faut continuer les études. Donc
il faut tout simplement des études de plus grande ampleur, donc avec des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes. Donc pour ça, il faut vraiment beaucoup de médecins différents qui s'attellent au projet. Pourquoi étudier les expériences de mort imminente? Alors je pense que ici j'ai un public qui est peut-être probablement à la faveur des expériences de mort imminente, donc c'est un petit peu biaisé. Quand je m'adresse à un public entièrement de médecins, déjà il y en a beaucoup qui ne viennent pas, et puis ceux qui sont là, généralement, ils ne voient aucun intérêt d'étudier les expériences de mort imminente, puisque pour eux, c'est des hallucinations, et puis c'est tout. Alors que nous, on voit bien que déjà ça nous permettrait dans un premier temps de mieux comprendre ce qu'est la conscience, quelle que soit notre pensée derrière, de ce que ça implique, et puis surtout d'éviter les répercussions comportementales négatives qu'on a vues, essayer d'accompagner les personnes pour qu'elles vivent moins de dépression, qu'elles se sentent moins seules, qu'elles vivent moins de divorces, et puis toujours recueillir un maximum de témoignages. Si vous voulez lire un petit peu, donc ça c'est le livre de mon directeur de thèse, alors c'est un de ses nombreux livres, et 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà lu. C'est un livre très simple qui avance pas mal d'arguments pour croire à l'au-delà. Donc là, on est dans une étape un petit peu différente, puisque on parle évidemment d'expérience de mort imminente, mais on parle aussi, enfin dans ce livre, de possibilité de donc survivre après la mort, en tout cas de spiritisme, etc. C'est encore le stade d'après l'expérience de mort imminente. Si vous voulez, pour les plus scientifiques d'entre vous, ou tout simplement pour les plus curieux, vous avez ce livre-là, du Dr Pim van Lommel, donc celui qui est à l'origine de la plus grosse étude à l'heure actuelle aux Pays-Bas, qui a fait un livre vraiment excellent, qui en fait retrace toutes les hypothèses, qui déjà représentent toutes les expériences de mort imminente, qui retrace toutes les hypothèses à l'heure actuelle, avec à chaque fois la preuve scientifique. Donc vous avez à chaque fois l'article scientifique, la référence, etc. C'est un livre qui est très pointu, qui fait aussi un gros chapitre sur la physique quantique. C'est quand même un livre grand public, hein. C'est pas un livre uniquement pour les médecins, hein. Mais c'est juste qu'il est un petit peu plus pointu. Au niveau des sites internet, moi je vous conseille 2 sites. Alors, il n'y en a qu'un des 2 qui est en français, le site donc nderf.org. NDERF, en fait, c'est une fondation sur Internet qui recueille tous les témoignages d'expériences de mort imminente. Donc tous ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente peuvent poster librement leurs témoignages de manière anonyme, et ensuite c'est traduit dans toutes les langues. Donc vous avez des témoignages du monde entier, vous en avez à peu près généralement 3-4 nouveaux par semaine. Vous avez une fonction recherche si vous voulez rechercher des choses précises dessus. Et donc là, en plus, les gens répondent à une série de questions à la suite de leurs témoignages, donc c'est très intéressant. Et un autre site, pour ceux qui parlent un peu anglais, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais j'ai essayé de me forcer pour la thèse, c'est newdualisme.org, où là vous allez avoir toutes les études scientifiques sur les expériences de mort imminente, et c'est un site qui est très intéressant. Pour terminer, je vous mets une petite phrase que j'ai beaucoup aimée quand j'ai fait mes recherches, d'un psychiatre néerlandais en 1890 qui dit « Je suis de plus en plus convaincu que le rejet a priori et le refus d'examiner des phénomènes inconnus et inhabituels sont les pires ennemis du progrès scientifique. » Ça, c'est vrai que si cette phrase-là était intégrée des nombreux scientifiques qui sont totalement désintéressés des expériences de mort imminente, on avancerait, je pense, beaucoup plus vite. Merci de votre attention.